Bonjour tout le monde, bienvenue à la session Conseil nutritionnel pour les patients atteints d'un cancer de la prostate. Avant de commencer mon exposé, j'aimerais vous donner quelques renseignements généraux sur le programme de soins de soutien du cancer de la prostate. Le programme PCSC, établi en janvier 2013, est principalement financé par des dons philanthropiques. Nous sommes toutefois extrêmement reconnaissants du soutien généreux que nous avons reçu des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le passé. Le programme PCSC propose des sessions d'éducation et des rendez-vous cliniques pour mieux comprendre les besoins et les stratégies de traitement des survivants du cancer de la prostate et de leurs partenaires. Voici les différents modules que nous proposons. Ils sont tous proposés soit en personne, soit par le biais de programmes en ligne en direct. La plupart de ces sessions d'éducation sont proposées chaque mois et comportent un rendez-vous en clinique. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos rendez-vous individuels ou nos sessions d'éducation, veuillez communiquer avec notre coordinatrice du programme. Dans la session d'aujourd'hui, nous parlerons des avantages d'une bonne alimentation, d'une alimentation appropriée pour les patients avec le cancer de la prostate, des aliments aux nutriments d'intérêt pour le cancer de la prostate et de la gestion des symptômes. La façon dont vous mangez est importante, car il n'existe pas de régime unique pour les patients atteints d'un cancer de la prostate. Certaines personnes viennent de recevoir un diagnostic de cancer, tandis que d'autres vivent avec cette maladie depuis de nombreuses années. Le cancer de la prostate est également traité à l'aide d'une série de thérapies différentes qui ont des implications nutritionnelles différentes. En tant qu'individu, vous avez également des besoins nutritionnels uniques qui influencent vos choix alimentaires. Toutes les informations communiquées aujourd'hui peuvent ne pas correspondre à vos besoins spécifiques. Une approche individualisée de la nutrition est recommandée. Vous pouvez prendre rendez-vous individuel avec le diététiste du programme PCSC ou éventuellement par l'intermédiaire de votre centre de traitement pour obtenir des conseils personnalisés. Le cancer peut entraîner des changements dans la manière dont l'organisme stocke et utilise les aliments et les nutriments, surtout lorsque le cancer implique des hormones. Les changements dans les niveaux d'hormones, combinés à l'inflammation, peuvent avoir un impact sur le métabolisme. Les traitements du cancer de la prostate, tels que l'hormonothérapie ou la thérapie de privation androgénique, peuvent également entraîner des modifications de la composition corporelle, avec une perte de muscle ou une augmentation des réserves de graisse. Cette situation, combinée à un régime alimentaire occidental riche en aliments d'origine animale et en aliments hautement transformés, ainsi qu'à une faible activité physique, peut encore aggraver la situation et entraîner un risque accru d'autres cancers. D'autres problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques, le diabète et l'ostéoporose, et finalement, affecter votre vitalité et votre longévité en général. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le régime alimentaire à base d'aliments entiers et de végétaux pour aider à minimiser certains des impacts du traitement et pour votre vitalité et votre longévité en général. Une alimentation à base d'aliments entiers et de végétaux, combinée à une activité physique, vous donnera les meilleurs résultats en matière de santé. En outre, nous allons discuter des avantages d'une alimentation saine. Cela sera tissé tout au long de la présentation aujourd'hui. L'alimentation saine consiste à se sentir au mieux de sa forme. Au-delà du corps, nous souhaitons que vous ayez confiance dans vos choix alimentaires, que vous réduisez votre stress et que vous aidiez à dissiper certaines informations erronées et confuses que vous pourriez avoir rencontrées. Lorsque nous mangeons bien, nous pouvons également améliorer et maintenir notre état de santé général et contribuer à réduire le risque de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques et le diabète, qui sont courantes dans la population. Nous voulons également examiner le rôle de la nutrition pour nous aider à guérir et à nous rétablir, ainsi qu'à gérer les effets des traitements contre le cancer, notamment les effets sur nos muscles, nos intestins et notre appétit. Nous allons également examiner le rôle que certains aliments pourraient jouer dans le ralentissement de la croissance du cancer de la prostate ou dans le risque de réapparition du cancer de la prostate. Il s'agit d'un domaine de recherche en pleine évolution. Certaines études suggérant des avantages pour des aliments spécifiques que nous allons mettre en évidence aujourd'hui. Lorsque nous parlons d'un régime anticancéreux, nous nous concentrons sur 4 domaines clés. Manger davantage d'aliments d'origine végétale et veiller à ce que ces aliments soient un peu transformés. Nous appelons cela un régime alimentaire à base d'aliments entiers et de végétaux. Dans le cadre de cette approche fondée sur des aliments entiers et des végétaux, nous consommons moins d'aliments d'origine animale que dans le cadre d'un régime alimentaire occidental typique, et en regardant la quantité d'aliments d'origine animale que nous mangeons.
Nous voulons également nous assurer que notre régime alimentaire comprend des graisses saines et minimise les graisses qui pourraient contribuer aux maladies cardiaques. Aujourd'hui, nous allons examiner chacun de ces domaines. Alors, qu'est-ce donc un régime alimentaire à base d'aliments entiers et de végétaux? Dans sa définition la plus large, cela signifie que vous mangez plus d'aliments d'origine végétale que d'origine animale. Les aliments d'origine végétale comprennent les légumes, les fruits, les céréales complètes, les haricots, les lentilles, les noix et les graines. Avoir un régime d'origine végétale, cependant, ne signifie pas que vous éliminez tous les aliments d'origine animale. Les aliments d'origine animale, tels que les produits laitiers, la viande, le poisson et la volaille, peuvent être consommés avec modération. L'objectif est toutefois de manger plus d'aliments d'origine végétale et moins d'aliments d'origine animale. Ce que nous aimons dire, c'est qu'il faut considérer les aliments d'origine végétale comme la pièce maîtresse de votre repas plutôt que les aliments d'origine animale. Lorsque vous composez votre régime alimentaire à partir de fruits, de légumes et d'autres aliments d'origine végétale, vous avez la possibilité de consommer des quantités modérées d'aliments d'origine animale. L'autre élément important à prendre en compte lorsque vous adoptez une approche plus végétale est le mot entier, aliments entiers. Nous pensons ici à choisir des aliments qui sont peu transformés. Il s'agit d'aliments qui ressemblent davantage à ceux qui ont été cultivés ou récoltés. Aliments sans beaucoup de sucre ajouté, de sel ou de graisse. Une assiette qui comprend régulièrement beaucoup d'aliments d'origine végétale, fortement transformés, tels que des fritures, des sucreries et des pâtisseries, même d'origine végétale, n'est pas une alimentation saine. Pourquoi est-il si important de manger des aliments d'origine végétale? Les aliments d'origine végétale offrent de nombreux et puissants avantages pour la santé. Il a été démontré qu'ils réduisent le risque de cancer et de nombreuses autres maladies chroniques. Ils peuvent nous aider à maintenir un poids corporel sain. Les aliments d'origine végétale fournissent une grande variété de vitamines et de minéraux, ainsi que des composés végétaux naturels, appelés phytochimiques ou phytonutriments. Les aliments d'origine végétale sont également une source riche en fibres. Les fibres ne se trouvent que dans les aliments d'origine végétale, pas dans les aliments d'origine animale. Nous voulons mettre un peu plus en évidence ces phytonutriments. Les phytonutriments sont des composés végétaux spéciaux qui donnent aux végétaux leur couleur, leur arôme et leur goût distinctif. Des études menées sur des animaux et dans des éprouvettes ont montré qu'ils avaient une activité anticancéreuse. Tous les aliments d'origine végétale sont des sources de ces substances phytochimiques. Nous parlons parfois de manger l'arc-en-ciel parce que nous voyons que les substances phytochimiques colorées apparaissent dans nos fruits et légumes, comme le rouge des tomates ou le blanc du chou-fleur. Nous voulons étendre cet arc-en-ciel au-delà de nos fruits et légumes et penser à d'autres aliments d'origine végétale tels que les lentilles rouges, les couleurs foncées, riches et terreuses de nos céréales complètes. Tous ces termes désignent différents types de substances phytochimiques présentes dans les aliments, qui se comptent par milliers. L'autre grand avantage des aliments d'origine végétale est leur teneur en fibres. Les fibres ne se trouvent que dans les aliments d'origine végétale, pas dans les aliments d'origine animale. Les fibres sont la partie non digestible des aliments d'origine végétale et elles traversent le système digestif en apportant des bienfaits au côlon ainsi qu'aux bactéries saines qui y vivent. Les bactéries présentes dans notre côlon constituent ce que l'on appelle notre microbiome. Les recherches se multiplient pour comprendre l'impact du microbiome sur notre santé. Bien que nous soyons en train d'en apprendre davantage ici, ce que nous pouvons dire, c'est que le microbiome le plus sain provient d'un régime principalement végétal qui se concentre sur ses sources d'aliments entiers. Maintenant, juste pour souligner, certaines personnes atteintes d'un cancer de la prostate peuvent avoir des problèmes intestinaux en raison de certains traitements. Si vous êtes sensible aux fibres dans votre alimentation, vous pouvez travailler avec un diététiste pour savoir quels sont les aliments d'origine végétale qui vous aideront le plus sans vous donner trop de fibres ou de fibres que vous pouvez mieux tolérer. L'étude de l'alimentation est complexe. L'alimentation elle-même est complexe. Prenons le brocoli comme exemple. Le brocoli appartient à une famille de légumes appelée la famille des crucifères. Ils fournissent également un produit phytochimique appelé glucosinolate. Des recherches en laboratoire suggèrent que ces composés ont de puissants effets anticancéreux, notamment en réduisant l'inflammation, en favorisant la mort naturelle de ces cellules et en ralentissant la croissance des cellules cancéreuses, ce qui semble extrêmement prometteur dans le cadre d'un régime alimentaire anticancéreux. Mais nous devons vraiment aller plus loin que les études de laboratoire et découvrir ce qui se passe chez l'homme.
Dans les études portant sur les groupes de personnes, les chercheurs les interrogent sur la quantité de certains aliments qu'ils consomment. Vous pouvez imaginer qu'il est probablement difficile de se rappeler combien de fois vous avez mangé des brocolis par semaine au cours des 3 derniers mois, des 6 derniers mois ou de l'année découlée. Ce type de recherche n'est pas idéal pour comprendre pleinement la quantité d'un groupe d'aliments que les gens consomment. Un autre niveau de recherche consistera à mesurer les niveaux sanguins de certains composés présents dans les aliments d'origine végétale, tels que les caroténoïdes, qui peuvent être un marqueur de la consommation de fruits et de légumes. Cela nous permet d'avoir une meilleure idée de ce que les gens mangent et de la quantité de substances contenues dans les aliments qui pénètrent réellement dans l'organisme. Cependant, ces recherches complémentaires sont un peu confuses, car nous ne savons toujours pas si la cuisson des aliments a un effet sur les différents niveaux. Comme vous pouvez l'imaginer, il peut être très difficile de déterminer un composant particulier d'un aliment ayant un effet sur l'organisme. Et les gens ne mangent pas des composants alimentaires individuels. Nous mangeons des aliments entiers dans le cadre d'un régime mixte. Pour en revenir au brocoli, nous constatons qu'il n'est pas seulement une source de glucosinolates, mais aussi une source de fibres, de vitamines et de minéraux divers qui agissent tous ensemble pour avoir des effets puissants sur l'organisme. En fait, la recherche nous incite à nous éloigner de cette perspective très réductrice qui consiste à examiner les composants alimentaires individuels et les nutriments individuels pour la protection contre le cancer et à penser à l'ensemble des aliments entiers et à l'ensemble du régime alimentaire. Il s'agit d'un petit rappel scientifique sur les raisons pour lesquelles nous voulons adopter un régime riche en aliments d'origine végétale. Nous allons maintenant nous montrer un peu plus pratique et réfléchir à la manière dont vous pouvez mettre en œuvre ces mesures dans votre vie de tous les jours. Votre assiette est un outil puissant que vous pouvez utiliser. Chaque fois que vous mangez, vous avez l'occasion de comparer votre repas à une assiette saine et équilibrée. Cette image est tirée du Guide alimentaire canadien et nous donne une idée de ce qu'est un bon équilibre. Une alimentation saine et équilibrée ressemble à une assiette remplie par moitié de légumes ou de fruits, pour un quart d'aliments riches en protéines et pour un quart d'aliments à base de céréales complètes. Nous allons examiner plus en détail chacun de ces composants de l'assiette et voir quels sont les meilleurs choix à faire. Parmi les fruits et légumes qui représentent la plus grande partie de notre assiette, la moitié de notre assiette, nous voulons mettre l'accent sur l'abondance. Donc, la moitié de l'assiette, énormément. En ce qui concerne les fruits et les légumes, il est plus important d'en manger beaucoup que de manger n'importe quoi. Dans votre portion abondante, essayez de varier. Revenons au concept de l'arc-en-ciel. Chaque couleur signifie qu'il y a différents types de substances phytochimiques dans les aliments. Dans le groupe de fruits et légumes, de la réflexion sur la variété, nous voulons que vous vous concentriez davantage sur les légumes non féculents. Les légumes non féculents sont tous les légumes autres que la pomme de terre, l'igname ou le maïs. Les légumes féculents peuvent être inclus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger de pommes de terre, d'igname ou de maïs, mais ils n'offrent pas les mêmes avantages en matière de protection contre le cancer que tous les autres légumes. Pensez donc aux brocolis, aux choux-fleurs, aux tomates, aux oignons, aux poivrons, aux haricots verts, aux légumes feuilles. Tout autre légume que la pomme de terre, l'igname et le maïs. Dans cette gamme d'aliments, vous pouvez inclure des aliments frais, surgelés ou en conserve. Tous seraient d'excellents choix. Les légumes surgelés sont aujourd'hui cueillis à leur meilleur moment. Ils retiennent très bien les nutriments et produisent très peu de déchets alimentaires. Si vous n'avez pas l'habitude de manger beaucoup de fruits et de légumes, commencer par les surgeler peut être un bon moyen de réduire le gaspillage alimentaire qui peut se produire lorsque nous sommes un peu excités par de grandes quantités de produits frais, mais que nous ne les mangeons pas et qu'ils se gâtent dans notre réfrigérateur. Dans le groupe de conserves, rechargez celles qui ne contiennent pas de sucre ou de sel ajouté. De nombreuses variétés de légumes sont désormais sans sel ajouté, en particulier les tomates en conserve, qui constituent un excellent choix. Dans ce domaine, je recommanderais de limiter les jus de fruits. Les jus de fruits, ou même les jus de légumes, concentrent les éléments nutritifs présents dans les produits frais, mais surtout lorsqu'il s'agit de jus de fruits. Ils concentrent également tous les sucres naturels, ce qui équivaut à toutes les calories. Vous pouvez imaginer qu'il faudra un certain nombre de fruits frais, comme 3 ou 4 oranges, pour obtenir une demi-tasse de jus. En général, on ne mange pas 3 ou 4 oranges d'un coup, et si on le fait, il faut certainement un temps pour consommer tous les éléments nutritifs. La demi-tasse de jus peut généralement être avalée en quelques secondes seulement, ce qui signifie que vous exposez votre corps à une quantité importante de sucre
même s'il est naturel, très rapidement, sans l'effet émoussant des fibres contenues dans le fruit entier. Le jus peut être une exception, encore une fois, si vous avez des problèmes avec les fibres. Et si vous n'aimez pas manger vos fruits et vos légumes frais, vous pouvez également les mixer. En les mixant, par exemple dans un smoothie, on conserve au moins toutes les fibres naturelles présentes dans les morceaux frais. Je voudrais juste mettre en évidence quelques légumes qui sont plus intéressants en ce qui concerne la santé de la prostate, et l'un d'entre eux est la famille des crucifères. Nous avons parlé de brocoli un peu plus tôt. Dans la famille des légumes crucifères, outre le brocoli, on trouve le chou-fleur, le chou frisé, la roquette, les radis, tous ces légumes qui ont un goût un peu épicé, et souvent une odeur de soufre, surtout quand ils ont trop cuit. Cette odeur de soufre est due à la substance phytochimique que j'ai mentionnée, les glucosinolates. Celle qui, dans les études de laboratoire, montre de nombreux effets anticancéreux et des bénéfices potentiels pour la prostate. Ce sont les recherches en laboratoire. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de recherches sur les gens. Quelques études ont été menées et l'une d'entre elles a révélé que les personnes qui consommaient une demi-tasse de légumes crucifères par jour présentaient un risque nettement plus faible de progression du cancer de la prostate que les personnes qui en consommaient très peu. J'ai déjà mentionné que le type de recherche qui suit des groupes de personnes et les interroge sur ce qu'elles mangent n'est pas parfait. Nous aimerions améliorer la recherche en demandant aux gens de faire quelque chose ou à un groupe de faire quelque chose et à un groupe de ne pas faire quelque chose. Une petite étude a examiné le brocoli chez une 50aine de personnes. Dans cette étude, on a demandé à des personnes de manger une soupe contenant un niveau élevé de glucosinolates, le composé que j'ai mentionné dans le brocoli. Ils ont suivi ces personnes après 12 mois et ont constaté que les personnes qui avaient mangé une soupe de brocoli contenant des niveaux plus élevés de glucosinolates présentaient moins de changements dans les gènes de tissu de la prostate, ce qui suggère les avantages pour la santé. Il ne s'agit là encore que d'une petite étude, plutôt à court terme. Cela ne prouve pas certainement que le brocoli contribue à ralentir la progression du cancer de la prostate, mais il s'agit d'une recherche prometteuse et intéressante. Sur la base de ces quelques études et du fait que nous savons que le brocoli est un aliment très sain en général, nous encourageons les gens à essayer d'inclure les légumes crucifères régulièrement, voire quotidiennement si possible, dans leur régime alimentaire. Un autre aliment intéressant de la famille des fruits et légumes est la tomate, en raison de sa richesse en lycopène. Le lycopène est un caroténoïde, l'un de ces phytochimiques. Le lycopène donne aux aliments une couleur rouge naturelle. Outre la tomate, vous trouverez du lycopène dans la pastèque, l'abricot et la goyave, ainsi que d'autres fruits de couleur rouge. Mais la tomate est généralement la principale source de nourriture dans le régime alimentaire canadien. Le lycopène est mieux absorbé par les aliments lorsqu'ils sont cuits, d'où l'utilisation d'un produit à base de tomates cuites, et surtout s'il y a un peu de graisse, comme une huile d'olive, avec votre tomate. La recherche sur les cellules, c'est-à-dire la recherche en laboratoire, suggère que le lycopène a des fortes propriétés protectrices contre le cancer. La recherche sur l'homme n'a toutefois pas démontré l'existence d'une relation aussi étroite. Il se peut que nous ayons simplement besoin d'études plus longues. Nous devons déterminer si le lycopène est bénéfique pour certains types de cancers de prostate par rapport à d'autres. Il se peut aussi que nous ayons besoin de lycopène et de tomates en association avec d'autres aliments pour bénéficier d'un effet bénéfique particulier sur la santé. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une recherche confirmée, mais des résultats potentiellement positifs pour la tomate en tant que source de lycopène pour la santé de la prostate. C'est pourquoi nous encourageons les gens à essayer d'inclure régulièrement des produits à base de tomates dans leur régime alimentaire. Nous ne recommandons pas, cependant, les suppléments de lycopène pour l'instant. Passons à une autre partie de notre assiette, le groupe de céréales. L'objectif est d'avoir environ un quart de notre assiette sous forme de céréales complètes à la plupart des repas. Les céréales sont de riches sources de glucides. Depuis de nombreuses années, les glucides ont mauvaise presse, mais les glucides, en fait les céréales complètes, sont un élément clé du régime alimentaire protecteur contre le cancer, bien que nous devions vraiment nous concentrer sur la qualité en recherchant les céréales complètes et la quantité. Pas besoin vraiment de plus d'un quart de notre assiette provenant de ce groupe d'aliments. Les céréales complètes contiennent 3 parties. La couche externe, de son, riche en fibres, la couche de germe, sorte de centre du grain, et la couche interne d'endosperme, qui est le principal composant énergétique. Vous verrez que les substances phytochimiques, c'est-à-dire celles qui combattent le cancer, ainsi que les fibres,
se trouve dans la couche de germes et de son. Dans le processus de mouture typique, le grain est débarrassé de son son et du germe, ce qui signifie que nous éliminons ces composants qui combattent le cancer et que nous ne laissons que le composant énergétique ou l'endosperme, c'est-à-dire le grain raffiné. En général, nous prenons ces grains raffinés et nous les réduisons en poudre, que nous utilisons pour créer nos pains blancs moelleux et agréables. Cela modifie radicalement la façon dont notre organisme traite les aliments. Ainsi, non seulement nous n'obtenons pas les agents anticancéreux contenus dans les céréales complètes, mais comme les céréales ont été broyées, elles sont rapidement digérées par l'organisme. Cela peut avoir des conséquences sur notre taux de glycémie dans le sang, les besoins en insuline, et c'est un autre domaine qui peut être important, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. J'encourage les gens à penser aux céréales qu'ils mangent. Pensez à vos déjeuners, vos dîners, vos soupers, et regardez à quoi ressemblent ces céréales. Est-ce du pain blanc la plupart du temps, des pâtes blanches, du riz blanc? Pour améliorer votre santé, réfléchissez vraiment au moyen de remplacer les céréales blanches par des céréales complètes. Pouvez-vous essayer de remplacer le riz blanc par du riz brun ou encore par du quinoa ou du farro? Lorsque vous achetez du pain, recherchez des pains qui contiennent au moins 4 grammes de fibres par tranche. Il est très probable qu'ils aient été préparés avec des céréales complètes. Et maintenant, le quart restant de notre assiette. C'est là que nous trouvons nos aliments protéinés. Les aliments protéinés sont des nutriments essentiels à notre santé. Les protéines ont un certain nombre de fonctions dans l'organisme, notamment la participation au système immunitaire et le maintien de la masse musculaire. Elles sont essentielles pour vous aider à guérir et à vous réparer. Et pendant les traitements contre le cancer, nous avons besoin de plus de protéines qu'à d'autres moments. Nous pouvons diviser les aliments protéiques en 2 catégories, les sources végétales et les sources animales. Les sources végétales sont les légumineuses, les haricots, les pois secs et les lentilles, les aliments à base de soya, les noix et les graines. Les aliments d'origine animale sont le poisson, le poulet, les œufs, les produits laitiers et la viande. Manger une variété de protéines d'origine végétale et, si vous le souhaitez, d'origine animale, est le meilleur moyen d'obtenir les nutriments dont votre corps a besoin, tels que le fer, le zinc, la vitamine B12 et le calcium. Nous encourageons les gens à inclure souvent des protéines d'origine végétale. Elles fournissent des nutriments anticancéreux. En ce qui concerne les protéines d'origine végétale, telles que les noix et les graines, voici quelques conseils. Environ 1/4 de tasse de noix par jour est une bonne portion pour de nombreuses personnes. Des quantités plus élevées peuvent apporter des calories supplémentaires dont certains d'entre nous n'ont pas besoin. Et lorsque vous choisissez des noix et des graines, recherchez des variétés non salées. Pour les haricots et les lentilles, les haricots en conserve sont une excellente option. Ils sont nutritifs et un peu plus pratiques que les haricots secs. Mais, si vous souhaitez utiliser des haricots secs, n'hésitez pas à en prendre le temps de les faire tremper et de les cuire. Certaines personnes apprécient vraiment leur texture lorsqu'ils ont été préparés de cette manière. Lorsque vous choisissez des aliments à base de soya, optez pour des aliments à base de soya peu transformés. Pensez au lait de soya non sucré et au tofu plutôt qu'aux substituts de viande de soya transformés que l'on trouve sur le marché. Beaucoup de ces aliments transformés à base de soya contiennent beaucoup de sodium supplémentaire. En ce qui concerne les aliments d'origine animale, encore une fois, la qualité est très importante. Les produits laitiers allégés, les viandes maigres et le poisson sont donc de bons choix. Il convient de réduire au minimum les viandes transformées dans l'alimentation et d'éviter les consommations excessives de viande rouge. Je vais mettre un peu l'accent sur les aliments à base de soya. Les aliments à base de soya ont été largement étudiés dans le cadre du cancer de la prostate. Les premières recherches qui ont montré une incidence plus faible du cancer de la prostate dans les pays asiatiques ont suscité beaucoup d'intérêt. Et cela a été observé il y a de très nombreuses années. C'est ainsi que des recherches ont été menées dans les éprouvettes et sur des animaux afin de déterminer si le soya était le composant du régime alimentaire asiatique qui présentait ces avantages. Malheureusement, la recherche n'a pas prévu de nous montrer que le soya lui-même était le facteur de prévention. Mais nous avons appris que le soya est un aliment très sain. Il s'agit d'une excellente protéine qui remplace les aliments d'origine animale et qui peut être consommée sans danger. Si vous souhaitez inclure le soya dans votre régime alimentaire, vous pouvez le faire à votre guise. En ce qui concerne la recherche sur la progression du cancer de la prostate, les résultats sont malheureusement assez mitigés. Il n'y a pas beaucoup de données solides permettant d'affirmer que l'intégration spécifique du soya dans votre alimentation contribuera à ralentir la progression du cancer de la prostate.
mais il pourrait avoir des effets bénéfiques à long terme sur la santé en réduisant le risque de maladie cardiaque lorsqu'il est utilisé en remplacement de la viande ou d'autres aliments d'origine animale dans le régime alimentaire. De nombreuses personnes atteintes d'un cancer de la prostate demandent s'il est possible de manger de la viande rouge et de la viande transformée. La viande rouge comprend le bœuf, le porc, l'agneau et la chèvre, et la viande transformée comprend des produits tels que le bacon, les saucisses, les hot dogs et la plupart des charcuteries. Toutes viandes conservées à l'aide de nitrate ou de fumage. La viande rouge peut être une source importante de graisse qui obstrue les artères, et certaines recherches ont établi un lien entre ce même type de graisse et un risque accru de décès après un diagnostic de cancer de la prostate. L'impact sur la progression du cancer de la prostate n'est cependant pas clair dans l'ensemble. En ce qui concerne les viandes rouges, nous recommandons, si vous décidez d'en manger, de suivre les recommandations générales en matière de prévention du cancer, à savoir de limiter votre consommation de viande rouge à 500 grammes ou 18 onces par semaine. Nous recommandons également d'éviter les viandes transformées. La consommation excessive de viande rouge, soit plus de 500 grammes par semaine, et la consommation de toute quantité de viande transformée ont été associées au cancer colorectal. Et dans notre groupe protéique, est-il acceptable de manger du poisson? Qu'en est-il du poulet, des produits laitiers et des œufs lorsqu'il s'agit de cancer de la prostate? Là encore, le nombre d'études de bonne qualité disponibles est assez limité. Les recherches disponibles suggèrent que le poisson pourrait être lié à un risque plus faible de progression. Nous encourageons les gens à manger du poisson plusieurs fois par semaine. Le poisson, en particulier les poissons gras tels que le saumon, les sardines et le hareng, est également une bonne source d'acide gras oméga 3, si important pour la santé cardiaque. La relation entre la volaille et le cancer de la prostate n'est pas très concluante, mais elle suggère que la volaille sans peau est sans danger et qu'elle peut remplacer avantageusement la viande rouge. Nous vous recommandons de ne pas manger les volailles avec la peau. En ce qui concerne les œufs, la recherche est également assez limitée après le diagnostic. Une étude n'a trouvé aucun lien. Une autre étude a montré que les personnes qui mangeaient le plus d'œufs, soit 5 par semaine par rapport à celles qui en mangeaient moins, présentaient un risque accru de récidive. Lorsque les résultats des études sont mitigés, certains ne montrant aucun lien, d'autres montrant un certain lien, et que nous ne disposons pas que de quelques études, il est très difficile de formuler des recommandations spécifiques. En général, pour les œufs, je dirais qu'un œuf par jour en moyenne convient à la plupart des gens. En ce qui concerne les produits laitiers, le taux élevé de matière grasse dans les produits laitiers a été associé à un risque accru de décès après diagnostic. Les produits laitiers à faible teneur en matière grasse, tels que le lait, 1 à 2 %, peuvent être consommés avec modération, de sorte que vous puissiez vous référer à votre assiette si vous le souhaitez. Très bien, reprenons les choses ensemble et revenons à notre assiette. L'objectif est de remplir la moitié de l'assiette avec des légumes ou des fruits en choisissant beaucoup de légumes non féculents. Pensez à la tomate et au brocoli ou à d'autres légumes crucifères la plupart des jours de la semaine. Visez une variété de couleurs différentes, et ce n'est peut-être pas quotidien. Mais au fil des semaines et des saisons, ces couleurs apparaissent. Incluez des céréales complètes. Regardez votre alimentation. Recherchez des céréales raffinées et remplacez-les par des céréales complètes telles que l'avoine, l'orge, le riz brun et le blé concassé. Veillez à inclure des protéines dans votre repas systématiquement à tous les repas. Ce sera l'un des meilleurs moyens de maintenir votre masse musculaire. Choisissez souvent des protéines d'origine végétale, comme les aliments à base de soya, les haricots ou les lentilles. Et envisagez de manger du poisson 2 fois par semaine. Lorsque vous mangez de la volaille, retirez la peau. Et si vous décidez de manger de la viande rouge, ne dépassez pas 500 grammes par semaine. Voyons ce que cela pourrait être visuellement dans certains types de repas réels. À quoi ressemble une alimentation à base d'aliments entiers et de végétaux? Dans la première image, en haut à gauche, nous voyons une assiette remplie d'un peu de poulet, soit environ un quart de l'assiette. La moitié de l'assiette est remplie d'une grande salade contenant une variété de légumes différents. Dans ce cas, le féculent est une pomme de terre au lieu de céréales complètes. Dans le coin supérieur droit, nous avons une soupe de lentilles, c'est votre protéine. Une grande salade verte et un morceau de pain complet. Dans le coin inférieur gauche, une salade à base de céréales. Cette salade utilise une céréale comme le quinoa, les haricots noirs pour les protéines et une variété de légumes différents. Puis, dans le coin inférieur droit, du riz multicéréales, du riz noir et du riz sauvage, du riz rouge, accompagné de légumes sautés, tels que le pak choi, les pois manchoux et les poivrons, avec une petite quantité de poulet pour les protéines.
Au lieu du poulet, nous aurions pu utiliser du tofu comme protéine de choix dans ce plat. Les repas à base de végétaux et d'aliments entiers ne sont pas aussi étrangers que vous le pensez. Vous pouvez faire de petits changements pour augmenter la base végétale dans votre alimentation. Par exemple, si vous mangez un burrito pour le déjeuner, ajoutez des haricots noirs. Si vous mangez une salade pour votre repas, ajoutez-y quelques pois chiches ou des graines de courge. Si vous préparez quelque chose comme un chili, réduisez la quantité de bœuf et augmentez celle des haricots. Grignotez des noix et des graines au lieu de fromage et de biscuits. Il existe des petites modifications simples que vous pouvez apporter à de nombreux repas et collations afin d'augmenter votre base végétale. Pour d'autres idées de repas, vous pouvez consulter ces liens, y compris le pâté chinois aux lentilles et le bol de céréales qui sont disponibles auprès de BC Cancer. Une vidéo YouTube montre comment préparer ces plats. Le guide Nourish, Eat, Well Tips for Men with Prostate Cancer, Nourrir, bien manger pour les hommes atteints d'un cancer de la prostate, comprend une variété de recettes différentes. Et Cook for Your Life, ainsi que Healthy Recipes de l'Institut américain de recherche sur le cancer, sont tous d'excellentes sources. Pour en revenir aux piliers que nous avons évoqués, nous avons parlé de l'alimentation d'origine végétale. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur les graisses. Nous devons inclure des graisses saines dans notre alimentation. Les graisses constituent une importante source d'énergie qui contribue à la santé de nos cellules, au bon fonctionnement de notre système immunitaire et à la fonction cérébrale. Lorsque nous regardons cette image, nous voyons généralement des sources d'origine végétale, vos noix, graines, l'avocat ou l'huile d'olive. L'exception est le poisson. Le poisson est une bonne source de graisse saine. Je veux faire un contraste avec cette diapositive. Il s'agit d'aliments d'origine animale, à l'exception de l'huile de coco. Ce sont des graisses saturées. Les graisses saturées sont dures, généralement à la température ambiante. Ces dernières ont tendance à augmenter le taux de lipides dans le sang, ce qui peut contribuer à l'obstruction des artères. Lorsque l'on regarde cette image et que l'on réfléchit au type d'aliments à plus consommer dont nous avons parlé, à savoir nos aliments d'origine végétale et ceux que nous avons recommandé de consommer en moins grande quantité, on constate qu'en se concentrant simplement sur les aliments entiers d'origine végétale et en utilisant notre assiette comme guide, on peut naturellement obtenir un apport en graisse de bonne qualité basé sur la plupart de ces graisses bonnes pour le cœur. Je vais parler un peu plus en détail de l'huile de coco, car je sais que de nombreuses personnes se posent des questions. L'huile de coco est présentée comme un choix sain et elle pourrait être légèrement plus saine pour vous que le beurre. Mais ce ne sera pas un meilleur choix que d'utiliser de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile d'avocat. C'est le choix recommandé si vous utilisez une huile pour la cuisine. En ce qui concerne l'autre objectif, bien que nous ayons beaucoup parlé de la consommation d'aliments entiers, nous voulons vraiment attirer l'attention sur la réduction des aliments hautement transformés dans notre régime alimentaire. Le problème n'est pas que nous mangions ces aliments, c'est simplement que nous en mangeons trop. Près de 50% des calories d'un régime alimentaire canadien typique provient aujourd'hui d'aliments transformés. Les aliments transformés dont nous avons parlé ont généralement été dépouillés de leurs substances phytochimiques, leurs agents anticancéreux naturels et ont été trop chargés de sucre, de sel et de graisse. Leur consommation excessive réduit non seulement la qualité protectrice contre le cancer de notre régime alimentaire, mais elle peut également entraîner un excès de calories. Et nous savons que l'excès de poids sur le corps augmente le risque de nombreuses maladies chroniques. Mais il pourrait également être associé à une mauvaise santé après le diagnostic du cancer de la prostate. Les aliments hautement transformés, par exemple les boissons sucrées, sont l'une des principales sources de calories. Bonbons, glaces, biscuits, gâteaux, nouilles instantanées, la plupart des aliments que nous considérons comme des collations, de nombreuses céréales sucrées pour le déjeuner. Nous inclurons également les viandes transformées. Il s'agit là d'exemples d'aliments hautement transformés. Je veux être réaliste. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais manger ces aliments, mais je veux juste que vous regardiez votre régime et que vous pensiez à la fréquence de leur apparition. S'ils surviennent 1 ou 2 fois par semaine, ils n'ont probablement pas un impact considérable sur votre santé. Mais si le muffin du service à l'auto est une habitude quotidienne, si la pizza est un plat que vous prenez au dîner la plupart du temps, si vous mangez au restaurant minute le reste du temps, ces choses peuvent s'accumuler très rapidement. Pensez à des moyens de réduire la fréquence ou de réduire la portion. Cela peut avoir un impact important pour votre santé. Quelqu'un utilise les étiquettes alimentaires pour me choisir ses aliments?
Les étiquettes alimentaires sont un outil précieux dont nous disposons à l'épicerie pour nous aider à choisir entre différents produits. Aujourd'hui, je vais passer brièvement en revue la manière dont vous pouvez utiliser les étiquettes alimentaires. Nous vous encourageons également à vous rendre dans votre épicerie locale pour y suivre une visite guidée par un diététiste. Vous aurez ainsi l'occasion d'acquérir une expérience pratique de la lecture des étiquettes alimentaires, en particulier des aliments que vous achetez habituellement. Je vais simplement attirer l'attention sur le tableau de la valeur nutritive, et cela fournit des informations sur la quantité d'une portion de nourriture. C'est ce que l'on appelle la taille d'une portion, et cela nous donne une information appelée pourcentage de la valeur quotidienne. Ensuite, la liste des nutriments comme les calories, les graisses, les glucides, les protéines, etc. se trouve sur le côté. Si vous en avez la chance, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant et aller chercher un de vos propres paquets pour examiner certains aliments que vous achetez. Commençons par examiner la taille de la portion. Elle se trouve dans la partie supérieure gauche, sous le titre en gras « Valeur nutritive ». Il est important de tenir compte de la taille des portions, en particulier lorsque l'on compare des produits, afin de s'assurer qu'il s'agit de la même taille de portion. Mais aussi, quand vous pensez à la quantité de nourriture que vous mangez, la taille d'une portion n'est pas une recommandation sur la quantité d'un aliment que vous devriez manger. Vous pouvez manger plus ou moins que la portion indiquée ici. Ce qui est important cependant, c'est que si vous mangez plus que vous ne le feriez, alors utilisez cette connaissance pour faire des calculs afin de déterminer le nombre de calories que vous consommez réellement. Ainsi, si vous mangez 2 fois la portion, vous obtiendrez 2 fois plus de calories. Parfaitement bien. Il est simplement important de savoir ce que l'on fait lorsqu'on comprend les informations figurant sur l'étiquette. Sur le côté droit, ce que je veux que vous regardiez davantage ces jours-ci lorsque vous êtes à l'épicerie, c'est le pourcentage de la valeur quotidienne. Le pourcentage indique si un aliment contient peu ou beaucoup de nutriments. Lorsque la valeur quotidienne est inférieure ou égale à 5 %, cela signifie que le nutriment est très peu présent. Si vous voyez un 15 % ou plus, cela représente beaucoup de nutriments. Maintenant, le pourcentage de la valeur quotidienne est basé sur un régime de référence de 2000 calories. Ainsi, le pourcentage de la valeur quotidienne ne vous indique pas, par exemple, si vous consommez 15 % d'un certain nutriment, mais c'est pour ces 2000 calories. Vous pourriez avoir besoin de plus ou de moins de calories. Il s'agit donc d'une sorte de règle qui vous permet de savoir si un aliment est riche ou pauvre en un nutriment particulier. Vous pouvez utiliser l'étiquette de valeur nutritive pour comparer différents aliments. Dans cet exemple, il s'agit des céréales A et des céréales B. La taille de la portion est indiquée sur ces 2 paquets et la quantité est à peu près la même, assez proche, environ 30 grammes, 28 et 30 grammes, donc très similaires. Les deux ont 120 calories par portion. Examinons maintenant le pourcentage de la valeur quotidienne pour comparer ces produits. Faites une analyse rapide pour voir quels sont les nutriments dont chaque produit est riche ou pauvre. Les nutriments auxquels il faut peut-être penser davantage, en particulier les fibres, lorsqu'il s'agit de céréales. Le sodium est peut-être une autre chose dont vous devriez examiner. Mais concentrons-nous un peu sur les fibres. Les céréales A ont un pourcentage de valeur quotidienne en fibres nettement plus élevé. Et le pourcentage de la valeur quotidienne est assez similaire pour les autres nutriments contenus dans ces 2 aliments. Lequel est un choix plus sain? Pour la plupart des gens, il s'agit probablement des céréales A, car elles contiennent plus de fibres. N'oubliez pas que j'ai mentionné plus tôt que certaines personnes atteintes d'un cancer de la prostate peuvent être plus sensibles aux fibres, en particulier lorsqu'elles subissent des traitements par radiothérapie. Alors, si c'est le cas, il se peut que vous choisissiez les céréales B. Il n'y a pas toujours une seule bonne réponse à la question de savoir quel est l'aliment le plus sain. Nous devons toujours interpréter les informations nutritionnelles en fonction de nos besoins individuels. La liste des ingrédients est un autre élément de l'étiquette alimentaire que nous pouvons vérifier à l'épicerie. La liste des ingrédients comprend tous les ingrédients contenus dans le produit. Ils sont classés par ordre de poids, l'ingrédient le plus lourd, figurant en premier, et l'ingrédient le plus léger, en dernier. La liste des ingrédients est un outil très utile, en particulier si vous souffrez d'allergies alimentaires. Vous devez alors déterminer si un aliment contient un coupable particulier et s'il s'agit de quelque chose que vous devez éviter. L'autre chose que je voudrais mentionner, c'est que dans la partie inférieure de cette diapositive, vous voyez les mots « original » et « nouveau ». Santé Canada a adopté une nouvelle étiquette et la période de transition s'est achevée en 2021. Nous devrions donc voir maintenant la nouvelle étiquette en permanence. La principale modification apportée
et que les fabricants doivent énumérer les ingrédients sucrés ensemble sur une étiquette alimentaire. Vous voyez, sur l'original, il y a tous ces mots différents pour désigner le sucre, disséminés dans la liste des ingrédients. Il n'est pas aussi évident de savoir tel ou tel aliment s'il contient beaucoup de sucre dans ses ingrédients. Dans le nouvel étiquetage, nous constatons que le sucre, en fait, est l'ingrédient le plus important en poids dans cet aliment. Je pense que c'est un très bon changement que Santé Canada a apporté en nous aidant à déchiffrer et à donner un sens à certaines informations figurant sur la liste des ingrédients. Je vais maintenant passer aux questions les plus courantes que les gens posent. L'une d'elles concerne l'alcool. Est-il possible de boire de l'alcool? Les effets de l'alcool sur la progression du cancer de la prostate sont encore mal connus. Mais nous savons que l'alcool augmente le risque de nombreux types de cancers. Nous avons récemment reçu du gouvernement de nouvelles orientations sur la consommation d'alcool, comme indiqué sur la gauche de la diapositive. Les nouvelles recommandations canadiennes sont assez strictes et bien plus strictes que ce que nous avons vu pour la prévention du cancer au cours de la dernière décennie. Les lignes directrices en matière de prévention du cancer indiquent qu'il est préférable de ne pas boire d'alcool lorsqu'il s'agit de prévention du cancer. Mais si vous le faites, la recommandation pour les hommes est de ne pas dépasser 2 boissons alcoolisées par jour. Pour les femmes, pas plus qu'une. La nouvelle directrice canadienne est plus stricte, suggérant un niveau de consommation d'alcool beaucoup plus bas. Voici quelques remarques générales sur l'alcool. L'alcool contient beaucoup de calories et n'a aucune valeur nutritive. Au-delà des risques pour la santé, les calories supplémentaires ont une incidence éventuelle sur le poids corporel. L'alcool peut également affecter, si vous suivez un traitement contre le cancer, vos muqueuses, et donc la sensibilité de votre bouche, et avoir un impact sur votre transit intestinal. L'alcool peut aussi contribuer à la diarrhée. Je vous encourage à discuter de la consommation d'alcool avec votre oncologue si vous suivez un traitement contre le cancer. Il faut ensuite prendre en considération la prévention du cancer et les nouvelles directives canadiennes sur l'alcool et faire des choix. Qu'en est-il des suppléments alimentaires? Encore une fois, une question très fréquente est de savoir si les gens devraient prendre des suppléments alimentaires pour aider à lutter contre le cancer, pour améliorer le niveau d'énergie, s'ils sont sûrs, s'ils sont efficaces. Maintenant, de quoi s'agit-il? Les suppléments alimentaires peuvent comprendre toutes sortes de vitamines et de minéraux, des produits multicomplexes, des produits de santé naturelle, des poudres vertes. Tous ces produits sont considérés comme des produits de santé naturelle ou des suppléments. On les trouve sous forme de comprimés, de pilules, de poudres, de teintures, dans toute une série de formats différents. Les nutriments antioxydants sont considérés depuis de nombreuses années comme un élément clé de la réduction des risques de cancer en raison de leur rôle dans la minimisation des dommages oxydatifs causés aux tissus, dommages qui peuvent contribuer à augmenter le risque de cancer ou d'autres maladies chroniques. Toutefois, la compréhension des antioxydants, de leur mode d'action et de la manière dont nous devrions les intégrer à notre alimentation a évolué au fil des ans, passant d'une réflexion sur les nutriments individuels à une réflexion sur l'ensemble de l'alimentation. En outre, l'idée selon laquelle « un peu c'est bien, plus c'est mieux » a vraiment changé au fil des ans. Notre recommandation actuelle est de ne pas focaliser sur les suppléments, car ils nous permettent d'obtenir des niveaux plus élevés que ceux qui sont sans danger pour l'organisme. Dans le cas des suppléments, il n'extrait qu'un seul composant de l'aliment. Nous apprenons que c'est la synergie, l'interaction entre les nutriments et les composés phytochimiques présents dans les aliments qui nous offre la meilleure protection. Il s'agit d'un commentaire général sur la santé qui met l'accent sur l'alimentation. Mais je voudrais revenir sur la période de traitement. Certains pensent que les nutriments antioxydants, lorsqu'ils sont consommés en grande quantité, sont obtenus à partir de suppléments et non d'aliments. Et lorsqu'ils sont pris à des niveaux élevés, ils pourraient théoriquement protéger les cellules cancéreuses du travail que le traitement anticancéreux est censé faire en tuant ces cellules. Je sais que d'un autre côté, il y a l'autre idée théorique selon laquelle la prise d'antioxydants protège également les cellules saines, de sorte qu'il y a moins d'effets secondaires liés au traitement. Mais le consensus général est que nous voulons que ces traitements contre le cancer soient aussi efficaces que possible, et la plupart des organisations de lutte contre le cancer recommandent d'éviter les suppléments d'antioxydants pendant le traitement, mais de continuer à suivre un régime alimentaire riche en une variété d'aliments riches en antioxydants tels que les baies, les légumes, le thé vert, les noix entières et les graines, comme moyen d'obtenir ces nutriments tels que la vitamine C, le sélénium, la vitamine E. Si vous envisagez d'utiliser des suppléments, je vous encourage à consulter votre oncologue ou le pharmacien de votre centre de traitement de cancer pour savoir s'il peut y avoir des interactions entre les traitements que vous recevez.
Certaines de ces réflexions sur les raisons pour lesquelles nous recommandons d'éviter les suppléments sont issues de diverses études, et j'aimerais en partager une avec vous aujourd'hui parce qu'elle est pertinente pour le cancer de la prostate. L'essai de prévention du cancer par le sélénium et la vitamine E, que nous appelons l'essai SELECT, a débuté en 2001 et a recruté un grand nombre de personnes dans toute l'Amérique du Nord, y compris ici, en Colombie-Britannique. Il a impliqué 35 000 personnes. Dans cette étude, on a demandé aux participants de prendre des suppléments de sélénium ou de vitamine E, seuls ou en combinaison, à raison de doses de 200 microgrammes de sélénium par jour et de 400 unités internationales de vitamine E. L'objectif de l'étude, et la raison pour laquelle elle a été lancée, était l'espoir que la prise de ces suppléments contribuerait à prévenir le cancer de la prostate. Malheureusement, une première analyse de données a montré que ces médicaments n'étaient pas efficaces et qu'ils augmentaient en fait le risque de cancer de la prostate. Cette étude a été arrêtée prématurément. Une analyse plus poussée de données a permis de découvrir que les personnes qui avaient déjà suffisamment de sélénium dans l'organisme et qui prenaient des suppléments de sélénium présentaient un risque accru du cancer de la prostate. Cela nous aide à comprendre que si nous savons très bien qu'un apport insuffisant de nutriments est associé à une carence, nous pouvons également en consommer trop, et la quantité excessive peut varier en fonction de l'état nutritionnel de chacun. Il se peut que nous ne sachions pas toujours très bien quel est notre niveau individuel. Une analyse complémentaire de cette étude a porté sur les personnes atteintes d'un cancer de la prostate qui prenaient des suppléments de sélénium. Cette recherche a également montré que la prise de sélénium augmentait le risque de décès après un diagnostic de cancer de la prostate. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas prendre de suppléments de sélénium ou de vitamine E et d'essayer d'obtenir, ce qui est facile, des apports suffisants à partir d'une variété de choix alimentaires. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de sélénium. Il s'agit de 55 microgrammes par jour que vous pouvez atteindre en consommant des céréales complètes, des noix et des graines, ainsi que certains aliments d'origine animale tels que les produits laitiers, le poisson, les crustacés, la viande et les œufs. Il s'agit donc essentiellement de ce dont nous avons parlé, en mettant l'accent sur les céréales complètes et sur une consommation modérée d'aliments d'origine animale, si vous le souhaitez. La vitamine E est recommandée à raison de 15 mg par jour. Il s'agit également d'un montant très faible. Il est facile d'y parvenir en consommant des légumes-feuilles vert foncé, des noix, des graines de tournesol, des germes de blé, la couche de germes que l'on retrouve dans les céréales complètes et des sources naturelles de matières grasses. Encore une fois, les noix et les graines sont une bonne source. Vous n'avez donc pas besoin de suppléments de sélénium ou de vitamine E et il vous est recommandé de ne pas en prendre. En ce qui concerne les suppléments alimentaires destinés à ralentir la croissance du cancer de la prostate ou le risque de récidive, nous ne disposons actuellement d'aucune preuve convaincante de l'efficacité d'un seul supplément à cette fin. Mais nous craignons que certains suppléments n'augmentent le risque du cancer de la prostate. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous ne recommandons pas de prendre des suppléments dans le but de ralentir la croissance ou la récidive. Nous recommandons toutefois la prise de suppléments pour certaines raisons de santé spécifiques. Il n'est parfois pas possible d'obtenir suffisamment de nutriments en mangeant des aliments variés. En particulier, lorsque vous suivez un traitement contre le cancer et que votre régime alimentaire peut être limité à certains aliments ou que vous manquez d'appétit. Dans ce cas, une préparation multivitaminée peut être un bon supplément à votre régime alimentaire. Les oméga 3, si vous ne mangez pas de poisson ou d'autres sources d'oméga 3 telles que les noix ou les graines de lin. Le calcium peut être nécessaire pour s'assurer que vous en consommez suffisamment pour maintenir la solidité de vos os. Bien entendu, si vous suivez un traitement, nous vous recommandons d'examiner tout supplément utilisé avec le pharmacien de votre centre de traitement. Et si vous ne suivez pas de traitement, faites vos recherches sur les suppléments alimentaires. Il est clair que même s'ils sont naturels, ils ne sont pas toujours sûrs. Très bien. Passons maintenant à l'examen certains effets secondaires liés au traitement et leur implication nutritionnelle. La santé osseuse est une considération très importante en général, et lorsque nous vieillissons, mais aussi pour les personnes qui suivent une hormonothérapie ou une thérapie de prévention androgénique. L'os est un tissu vivant qui se décompose et se reconstruit en permanence, et nous devons apporter à l'organisme une quantité suffisante de nutriments, en particulier de calcium, de vitamine D et de protéines, pour reconstruire nos os. Le processus de dégradation peut être accéléré par l'hormonothérapie. Cela souligne donc l'importance d'un apport suffisant en calcium et en vitamine D dans notre alimentation.
La quantité de calcium recommandée pour les personnes âgées de 19 à 70 ans qui ne suivent pas d'hormonothérapie est de 1000 mg par jour. Pour les personnes de plus de 70 ans, 1200 mg de calcium sont recommandés quotidiennement. Si vous suivez une hormonothérapie, quel que soit votre âge, nous vous recommandons de prendre 1200 mg de calcium par jour. Il ne faut pas dépasser 2000 mg de calcium par jour. Et nous vous encourageons à puiser votre calcium d'abord dans l'alimentation. Je sais que de nombreuses personnes entendent le message de leur oncologue sur l'importance d'un apport suffisant en calcium lorsqu'elles suivent une hormonothérapie. Et lorsque je vois les gens, je constate souvent qu'ils prennent 1200 mg de calcium sous forme de supplément, mais qu'ils n'ont pas pensé à la quantité de calcium qu'ils absorbent déjà dans leur alimentation. L'alimentation d'abord, surtout si l'on considère la teneur en calcium de certains aliments, comme la boisson de soya, environ 300 mg par tasse, ou la plupart des produits laitiers dans une portion également proche de 300 mg. Si vous en consommez 2 fois par jour, vous en consommez déjà 600 mg. Si l'on se réfère à l'objectif de 1200 mg, la moitié de vos besoins sont déjà satisfaits. Si vous prenez également 1200 mg de suppléments alimentaires, vous vous rapprochez du seuil supérieur de 2000 mg. Il s'agit donc d'examiner vos choix alimentaires afin d'évaluer la quantité d'aliments que vous consommez déjà. Et, si un changement de régime n'est pas envisageable pour répondre à vos besoins, nous pourrions alors envisager d'utiliser des suppléments pour compléter votre apport afin de nous assurer que vous obtenez ce dont vous avez besoin sans en avoir trop. En ce qui concerne la vitamine D, la plupart des gens auront besoin d'un supplément. Les sources alimentaires de vitamine D dans le régime canadien sont assez minimes, puisqu'elles sont naturellement présentes dans le poisson et le jaune d'œuf. C'est aussi la vitamine du soleil, mais l'exposition au soleil d'octobre à avril n'en produit pas suffisamment pour que l'on puisse vraiment compter sur la vitamine D de cette manière. En outre, le seuil entre ce qui est trop et ce dont vous avez besoin est assez élevé. En prenant un supplément de 400 à 1000 unités internationales par jour, vous pouvez consulter l'écran à la diapositive pour voir les quantités journalières recommandées en fonction de votre âge. Ainsi, la fourchette de 600 à 1000 unités répondra à vos besoins sans vous rapprocher du seuil supérieur de 4000 unités internationales par jour. Un autre effet secondaire lié au traitement dont souffrent de nombreuses personnes est la bouffée de chaleur ou bouffée vasomotrice, c'est-à-dire la sensation soudaine de chaleur dans le corps lorsque l'on suit un traitement hormonal. La gravité peut varier de très gênante à très minime. La prise en charge diététique est quelque peu limitée. Il est donc très important de discuter de cet effet secondaire avec votre médecin si vous en souffrez. Si vous en souffrez, vous pouvez tenir un journal des aliments et des symptômes, ce qui pourrait vous aider à identifier les aliments déclencheurs. Si vous constatez qu'un aliment ou une boisson en particulier aggrave vos bouffées de chaleur, vous pouvez essayer de l'éviter pendant quelques jours. Surveillez vos symptômes pour voir s'ils s'améliorent. S'il n'y a pas d'amélioration significative, que vous avez évité les aliments que vous aimez vraiment, je ne pense pas qu'il soit utile de continuer à les éviter. Les aliments déclencheurs les plus courants sont les boissons et les aliments chauds, les aliments épicés, la caféine et l'alcool. Mais les aliments qui peuvent être des déclencheurs peuvent être tout à fait individuels. C'est pourquoi le journal est un bon outil que vous pouvez utiliser. Un autre effet secondaire du traitement est la diarrhée ou les selles molles et fréquentes. Cela peut se produire avec des traitements de radiothérapie à la région pelvienne. Généralement observé après environ 10 traitements, une plus grande urgence à aller à la selle ou une augmentation de la fréquence ou des selles plus molles. Si vous commencez à ressentir ces symptômes pendant les radiothérapies, la première chose à faire est d'éviter de prendre des laxatifs, si vous en prenez, et de réduire la quantité de fibres dans l'alimentation. Nous avons donc parlé de manger davantage d'aliments fibreux, bien sûr, dans une perspective d'alimentation complète. La réduction de fibres pour traiter la diarrhée est un régime temporaire. La réduction de la base végétale sur une courte période, de l'ordre de 5 semaines, n'aura pas d'effet négatif à long terme sur la santé. Une fois que la diarrhée s'est calmée et que les intestins commencent à se normaliser, vous pouvez ajouter des fibres pour le bien-être de votre santé à long terme. Vous pouvez également éviter les stimulants intestinaux tels que la caféine, les aliments épicés, les repas très copieux en gras, l'alcool ou l'alcool de sucre. Les alcools de sucre sont des édulcorants non nutritifs utilisés pour donner un goût sucré à des produits tels que les gommes ou les bonbons. De plus, si vous avez la diarrhée, il est important de boire beaucoup de liquide, soit 6 à 8 tasses par jour. Vous trouverez de plus amples informations
sur les choix d'aliments pauvres en fibres sur le site web de BC Cancer, bccancer.bc.ca. Et ce livret téléchargeable vous donnera des informations sur les aliments riches en fibres à limiter et sur les aliments pauvres en fibres que vous tolérez le mieux. Nous avons parlé de beaucoup de choses différentes aujourd'hui, et comme je l'ai dit, chacun d'entre vous est une personne à part entière. Il n'y a pas un seul endroit ou une seule chose que vous devez changer dans votre régime alimentaire pour être en meilleure santé. Chaque part d'un point différent. Je voudrais que vous réfléchissiez à la question de savoir si vous aimeriez faire quelque chose pour votre santé au cours des 2 prochaines semaines. Peut-être qu'une ou 2 choses vous sautent aux yeux. Si c'est le cas, réfléchissez plus précisément à la façon dont vous pouvez faire en sorte que cela se produise dans votre vie. Par exemple, si vous vous sentez bien, je ne mange pas beaucoup de fruits ou de légumes, je regarde mon déjeuner, mon dîner et mon souper, ils sont un peu inégaux dans l'assiette. Si vous vous êtes fixé comme objectif de manger plus de fruits et de légumes, comment pouvez-vous rendre cet objectif plus précis? Pouvez-vous penser à un repas particulier sur lequel vous vous concentrez? Par exemple, le déjeuner. Un objectif plus spécifique pourrait être « Je vais inclure une demi-tasse de fruits congelés dans mon déjeuner chaque jour ». Quand allez-vous commencer et que devrez-vous faire pour commencer? Peut-être devriez-vous ajouter ce fruit à votre liste de provisions. Une fois que vous avez décidé de travailler sur un sujet, accordez-vous un peu de temps et surveillez l'évolution de la situation. Il est tout à fait normal, lorsque nous procédons à un changement alimentaire, de retomber dans nos anciennes habitudes, puis de nous rattraper et de nous remettre sur la bonne voie. J'encourage vraiment les gens à considérer ces interruptions comme des opportunités d'apprentissage positives qui leur permettent d'affiner ces changements et de les adapter au mieux à leur vie. Le but est d'apporter de petits changements durables au fil du temps. Des habitudes durables, même minimes, peuvent, au fil du temps, avoir un effet très bénéfique sur votre santé. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous individuel afin d'obtenir de l'aide sur les changements alimentaires. Pour plus d'informations, vous pouvez également contacter la Société canadienne du cancer pour obtenir des informations générales sur le cancer. Si vous avez des questions individuelles sur l'alimentation ou si vous souhaitez une évaluation nutritionnelle plus approfondie, vous pouvez également accéder à notre programme PCSC. Mais si vous n'avez que des questions d'ordre général, comme la quantité de fibres contenues dans les aliments X, Y, Z, vous pouvez vous adresser à un service comme HealthLink BC. Leur numéro de téléphone est le 811 et vous pouvez y parler à un diététiste du lundi au vendredi. Si vous souhaitez réserver des sessions d'éducation ou des rendez-vous en clinique, veuillez contacter notre coordinatrice de programme. Ses coordonnées figurent sur cette diapositive. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo aujourd'hui.